pour l'invitation. Donc, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles et j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur cette question de la prescription littéraire à l'heure des réseaux sociaux. À l'époque où j'ai réalisé ma thèse de doctorat, ce qui était vraiment sous le feu des projecteurs, c'était des réseaux sociaux dédiés aux livres comme Babelio. Et depuis quelques années, on voit que les phénomènes, les plateformes se sont succédés, se sont multipliés. Et pourtant, il n'y a pas tant d'années que ça qui se sont écoulées, mais on voit que ce sont des phénomènes qui finalement sont assez rapides. Alors, une première question ici, c'est qu'est-ce que la prescription littéraire? Alors, pour commencer, alors en économie du livre, voilà, on considère que le livre, c'est un bien d'expérience, c'est-à-dire un bien dont il n'est pas possible de connaître la qualité réelle a priori. Avant l'achat et la lecture du livre, eh bien, celui-ci reste enveloppé d'une part de mystère. Un lecteur qui cherche un livre correspondant à ses attentes au milieu d'une offre vaste et diversifiée, a fortiori le marché du livre est très vaste et diversifié, comme vous le savez, eh bien, sera susceptible de passer par un intermédiaire, par un tiers qu'on va appeler prescripteur. Et c'est ce tiers-là qui va lui procurer une aide externe. Donc on a recours à l'expérience d'un tiers. C'est ça, fondamentalement, qui est au cœur de l'expérience de prescription, c'est l'aide d'une personne autre, un tiers, qui a déjà expérimenté le bien culturel, qui l'a déjà lu, qui le connaît et qui va éventuellement nous le recommander. Alors dans le monde traditionnel, vous le savez bien, on s'appuie sur le libraire, le bibliothécaire, les médias, les prix littéraires, la famille, les amis, etc. Et puis dans l'univers numérique, eh bien, le lecteur va pouvoir s'appuyer sur de nouvelles sources de prescription. Des sources de prescription qui sont de plus en plus liées aux réseaux sociaux. Alors à partir du développement de l'Internet grand public, donc dès la fin des années 90, début des années 2000, on voit que beaucoup de lecteurs se sont mis à produire un discours sur leur lecture sur Internet, à travers la publication de commentaires, d'avis, de critiques. D'abord sur les blogs et les forums de discussion qui ont été les premiers espaces investis par les lecteurs, puis sur des réseaux sociaux dédiés aux livres comme Goodreads et Babelio, sur des sites d'e-commerce, les librairies en ligne bien sûr, accueillent des espaces au sein desquels vous pouvez partager des avis, et puis sur des réseaux sociaux généralistes comme Facebook ou Twitter. Alors quand on s'intéresse aux motivations de ces personnes, lorsqu'on les étudie, on se rend compte que c'est l'envie de partager leur lecture qui détermine leur pratique, l'envie d'échanger à propos de leur passion sur le livre. C'est donc la prise de parole personnelle qui est d'abord recherchée par ces lecteurs, la valorisation de ce qu'on peut appeler un individualisme expressif, qui est une expression qui a été forgée par Laurence Allard et Frédéric Vandenberg pour décrire ce qui se passait à l'époque sur les pages perso, donc du début de l'Internet grand public. Et puis, dans les années 2010, jusqu'à aujourd'hui, on a des formes de prescription littéraire qui se sont développées davantage en lien avec le format photo et le format vidéo. Cette prescription littéraire, elle se déploie sur YouTube. Bien sûr, vous n'avez pas échappé au phénomène des booktubers. Sur Instagram, le phénomène des bookstagrammeurs. Et maintenant sur TikTok, on parle de plus en plus, bien sûr, des booktokers. Alors, comment parle-t-on des livres sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram? Quel sens donner au développement de cette nouvelle prescription littéraire en ligne qui repose sur une culture de l'image et de la vidéo, et c'est sans doute là sa spécificité, ou l'une de ses spécificités. Je vais essayer ici, dans le temps qui m'est imparti, assez court, mais j'espère que j'aurai l'occasion de dresser en tout cas les principales caractéristiques, les traits structurants de cette prescription émergente. Alors tout d'abord, du commentaire sur des lectures à la réalisation d'activités ludiques. Ce qu'on observe en premier lieu, c'est qu'à travers cette prescription littéraire en ligne, eh bien, les jugements qui sont publiés par les lecteurs, les jugements formulés, sont souvent subjectifs et revendiqués comme tels. À la différence d'une critique littéraire traditionnelle qui affiche une certaine forme d'objectivité, qui en tout cas la revendique, qui marque une distance analytique, on a ici des discours qui relèvent davantage de l'opinion, de l'expression des goûts, de l'appréciation personnelle. C'est en fait une critique qui est très conversationnelle,
dans sa forme, c'est-à-dire qu'elle relève plutôt d'un registre de communication orale. C'est une critique de commentaires et de conversation au cours de laquelle on partage ce qu'on a ressenti, ce qu'on a éprouvé au cours de sa lecture. Alors, outre les conseils et les recommandations de lecture qu'on retrouve sur ces plateformes qui circulent sur les réseaux sociaux, un autre aspect extrêmement important qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension ludique. La dimension ludique est également très présente. Une partie très importante des activités autour du livre, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, correspondent en fait à des quiz, à des jeux, à des défis de toutes sortes à réaliser. Alors, parmi eux, signalons par exemple le marathon de livres. Qu'est-ce que le marathon de livres? Le marathon de livres, ça consiste à lire un maximum de livres pendant une période donnée. Le Book Jar Challenge. Le Book Jar Challenge, il s'agit de tirer au sort des livres qu'on va s'engager à lire dans le mois qui suit. Le Book Tower Challenge, c'est un défi durant lequel le booktuber est amené à chercher dans sa bibliothèque un ensemble de livres à partir de questions qui lui sont adressées par sa communauté ou à partir de caractéristiques qui, là aussi, lui sont communiquées. Par exemple, trouver dans sa bibliothèque des livres avec tel ou tel personnage, avec tel ou tel type de récit. Et donc, il se filme, il se chronomètre et il choisit les livres dans sa bibliothèque et il constitue ainsi une pile de livres. Donc, lire ici, à travers ces quelques exemples, et il y en a beaucoup d'autres, lire devient un jeu. Les challenges que se lancent les lecteurs sur Internet s'inscrivent très clairement aussi dans des pratiques collectives de jeux autour du livre. On s'amuse beaucoup aussi sur Instagram, comme vous pouvez le voir d'ailleurs avec l'image que je vous ai mis ici, qui, si je me souviens bien, est issue du compte Instagram de la librairie Mola. On s'amuse beaucoup aussi sur Instagram en jouant sur la manière d'exposer les livres de façon décalée et insolite. Alors cette prescription littéraire, telle qu'elle se développe aujourd'hui, elle fait l'objet aussi de critiques. Il y a des détracteurs, il y a certains axes de critique sur lesquels il convient de revenir. Alors certains détracteurs pointent le manque de profondeur, de sérieux, de qualité de cette critique littéraire qui circule sur les réseaux sociaux. Ils s'interrogent même sur l'appauvrissement de la critique à l'heure des booktubers, des bookstagrammeurs ou des booktalkers. Ils soulignent aussi le fait que les lecteurs qui se prêtent à cet exercice peuvent être principalement guidés par des logiques d'audience qui les amènent à se montrer, à se mettre en scène, à s'exposer pour capter l'attention du plus grand nombre. Donc ça, c'est deux premiers axes de critique, l'appauvrissement de la critique littéraire, les logiques d'audience qui prédominent. Un troisième axe de critique qui porte plus spécifiquement sur les challenges et qui est aussi, me semble-t-il, assez intéressant, assez important, c'est le fait que ces challenges auxquels on se prête sur les réseaux sociaux supposent des logiques de compétition entre les internautes. Dans ces challenges littéraires, pour être performant, le plus souvent, il faut lire le plus possible. Dans un article qui est dédié à ce sujet, qui est intéressant, que je vous invite à lire si vous voulez approfondir, qui a été écrit par Mathilde Oster, elle explique, et là je la cite directement, entre guillemets, ces questions de concurrence et de rentabilité peuvent pousser les lecteurs dans des challenges numériques à enchaîner presque mécaniquement les livres sans prendre le temps du repos nécessaire à la digestion d'une lecture. Les challenges viendraient donc encourager le phénomène de binge reading, donc de lecture compulsive. Donc ce qu'elle pointe ici, c'est finalement une dénaturation possible du rapport au livre qui deviendrait un objet de surconsommation. Alors de mon point de vue cependant, cette prescription littéraire, je la regarde un petit peu différemment et peut-être avec un regard un petit peu moins critique. Je trouve que c'est une prescription littéraire qui me semble en fait assez complémentaire de celle que l'on retrouve dans les médias traditionnels. Dans le sens où tout d'abord, elle ne prend pas du tout la même forme. On parle de livres autrement, ce sont d'autres manières d'évoquer les livres qu'on aime, qui désacralisent le rapport au livre et à la lecture, et qui mobilisent à la fois une dimension très intime, comment j'ai ressenti, comment j'ai éprouvé personnellement la lecture du livre, et aussi une dimension très ludique. Le livre se trouve, comme je le disais, inséré dans des jeux. Deuxième différence importante avec les médias traditionnels, on se rend compte que c'est une critique qui porte en partie sur des ouvrages qui sont finalement assez peu traités à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite.
Je pense ici à des genres tels que le fantasy, la science-fiction, le fantastique, ce qu'on retrouve parfois sous l'appellation des littératures de l'imaginaire, la romance, la littérature jeunes adultes, bref, autant de genres qui sont largement absents des médias traditionnels, mais qui, sur les réseaux sociaux, vont être davantage visibles, davantage mis en avant. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi envisager ces nouvelles formes de prescription, on doit, me semble-t-il, les envisager aussi comme des formes de prescription complémentaires. Dans une étude que j'ai faite il y a quelques années maintenant, mais qui reste tout à fait pertinente et qui portait sur le réseau social Babelio, j'avais constaté, de manière statistique, qu'on pouvait constater deux phénomènes qui coexistaient de manière concomitante sur Babelio. J'avais comparé les médias traditionnels avec les critiques en ligne. Et on pouvait constater en fait deux phénomènes. Le premier phénomène, c'était un effet star system. C'est-à-dire que l'on pouvait observer sur Babelio et sur le web d'une manière plus générale un renforcement de l'attention et de la visibilité sur les ouvrages les mieux vendus et sur les ouvrages qui ont déjà été mis en lumière dans les médias traditionnels comme la presse, la radio ou la télévision. La prescription en ligne, en d'autres termes, elle tend à reproduire les hiérarchies du monde traditionnel, à jouer un rôle de caisse de résonance, à aller dans le même sens. On y parle des mêmes livres qu'ailleurs sur ces plateformes-là, et finalement, c'est assez logique. Et en même temps, à côté de cet effet star system, on pouvait constater de manière statistique un effet longue traîne, qui était là aussi très très net, à savoir qu'une grande quantité de livres exclus des médias traditionnels, qui n'avaient accès à aucune visibilité, ou presque aucune visibilité dans les médias traditionnels, eh bien, vont cependant être très présents dans ces communautés en ligne. Ils vont recueillir des critiques, des avis, des commentaires, vont faire l'objet de vidéos. Donc sur le web, une visibilité est offerte à un plus grand nombre de livres, ce qui permet notamment de couvrir certains genres, certains types de livres, ceux que j'évoquais précédemment, mais pas que. La poésie, par exemple, on a des auteurs de poésie qui arrivent à exister sur Internet grâce à la prescription en ligne. Donc des genres qui vont être habituellement peu mis en valeur dans les médias, mais qui seront parfois très populaires en ligne. Alors de la mise en scène de soi à la mise en scène du quotidien. Une autre caractéristique frappante de ces nouvelles formes de prescription en ligne, c'est la personnification de la critique. Le lecteur se met en scène, il se met en scène à travers son commentaire sur le livre, il se montre, il s'expose, voire même il joue la comédie. Sur TikTok, il y a plein de petits sketchs sur TikTok. On joue un rôle, on joue la comédie. Les internautes qui utilisent TikTok ont finalement des compétences, des capacités un petit peu de comédien. La parole, elle est incarnée, elle est portée par quelqu'un dans une relation qui se veut humanisée avec son audience. Cette mise en scène de soi, elle se double d'une mise en scène du quotidien. Les internautes rendent visible leur intimité, leur intérieur, leur vie sociale. Ils se filment ou se photographient chez eux, devant leur bibliothèque, dans leur salon ou dans leur chambre à coucher parfois. C'est donc une critique qui est à la fois incarnée par une personne et inscrite dans le quotidien. Mais c'est aussi souvent le livre lui-même qui est au centre de ces publications. L'objet livre est omniprésent dans les vidéos sur YouTube, sur TikTok, dans les photos sur Instagram. Je vous ai mis des exemples de posts Instagram ici qui le montrent bien. Le lecteur tient le livre, il le manipule, il le feuillette, à tel point que le livre peut même prendre toute la place dans ces publications diffusées sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, par exemple, beaucoup de vidéos consistent simplement à faire défiler une succession de couvertures de livres avec un petit commentaire écrit et le tout rythmé par un fond musical. Sur Instagram, beaucoup de publications consistent à photographier un livre dans tel ou tel endroit, en voyage, au bord de la piscine, sur la plage, dans la cuisine, dans un café, etc. Comme vous pouvez le voir avec ces captures d'écran ici. Donc le livre, il est ici saisi dans son aspect matériel, dans son aspect visuel. Il est utilisé comme un moyen de décor, comme un moyen de représentation esthétique, mais qui fait toujours écho à la vie quotidienne du lecteur et à sa propre expérience de lecture. De la démocratisation de la parole à la construction de nouvelles hiérarchies, troisième point de tension, si je puis dire, la prescription littéraire en ligne
elle est symptomatique d'une démocratisation de la prise de parole. Et ça, vous en conviendrez aisément. Tout le monde, aujourd'hui, se trouve en mesure d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, de créer et de publier des contenus. Donc la capacité à produire une parole publique sur des livres, sur des lectures, est ainsi offerte pour le plus grand nombre. Il n'y a plus de barrière à l'entrée. S'il est difficile de quantifier strictement le nombre de booktubeurs, de bookstagrammeurs, de booktalkers en activité, force est de constater que celui-ci est nettement plus élevé que le nombre de critiques littéraires qui publient effectivement ou qui interviennent effectivement dans les médias traditionnels. Mais attention, cette démocratisation n'implique pas forcément que toutes les prises de parole se valent dans l'univers numérique. On a de nouvelles hiérarchies qui ont émergé sur les réseaux sociaux avec des influenceurs qui ont réussi à imposer leur légitimité auprès du public, des influenceurs du livre qui ont réussi à réunir autour d'eux de très larges audiences composées de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les booktubeuses Nin Gorman, Bulldop et Margot Liseuse, par exemple, comptabilisent chacune plus de 70 000 abonnés à leur chaîne YouTube. La première, Nin Gorman, a depuis publié plusieurs romans chez Albin Michel. La seconde est devenue chroniqueuse littéraire sur France 2. Et la troisième est libraire. Donc on voit aussi que ces nouvelles formes de prescription littéraire qui se développent ne se développent pas totalement en dehors de la filière du livre. Alors, à mesure que l'audience de ces influenceurs du livre s'accroît, l'importance prise par certains d'entre eux devient de plus en plus tangible. On a des phénomènes, finalement, un impact sur les ventes qu'on arrive de plus en plus à mesurer, à comprendre, en tout cas à observer. Un cas qui est régulièrement cité aux États-Unis, c'est celui du livre Le Chant d'Achille, un livre de Madeline Miller, publié en 2012, qui s'est soudainement hissé dans les premières places des meilleures ventes de romans courant 2021, donc une dizaine d'années après sa parution, après justement avoir été recommandé à de nombreuses reprises sur TikTok. Ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles formes de prescription littéraire dont il est question ici finissent par être récupérées, réappropriées par les acteurs de l'industrie du livre. Certains libraires ou certains bibliothécaires produisent aujourd'hui des vidéos à la manière de youtubeurs en adoptant des codes de communication similaires. Donc récupérés par l'industrie du livre, mais en même temps, ces professionnels du livre peuvent être aussi tout simplement supplantés par les réseaux sociaux. Un bon exemple de ça, c'est le fait que des chaînes de librairies, aujourd'hui comme Barnes & Noble aux États-Unis ou De Citre en France, ont créé une rubrique sur leur librairie en ligne qui indique les livres qui ont du succès sur TikTok. Sur le site de De Citre, vous allez la trouver très facilement, c'est les livres qui buzzent sur TikTok. Donc l'argument ici pour le libraire n'est plus de dire « voici ce que vous recommande votre libraire », mais plutôt « voici ce qui est recommandé par les TikTokers ». On voit donc ici un effet de substitution de la prescription du libraire au profit de la prescription de l'influenceur du livre, avec quelque chose qui est très paradoxal, puisque cet effet de substitution, il est ici organisé par le libraire lui-même. Quatrième point de tension, quatrième et dernier point de tension, de l'authenticité des influenceurs du livre à la marchandisation de la prescription littéraire. Alors à ce stade de ma démonstration, donc je disais qu'on a des influenceurs du livre qui sont capables aujourd'hui de réunir des audiences importantes. Pour les influenceurs du livre, la notoriété sur les réseaux sociaux, elle s'acquiert davantage par l'authenticité que par l'expertise littéraire à proprement parler. C'est pourquoi les influenceurs du livre cherchent à apparaître comme authentiques, c'est-à-dire comme des personnes ordinaires, en proximité étroite avec leur audience, qui créent des vidéos de facture relativement artisanales et qui s'expriment de manière spontanée et sincère sur leurs expériences de lecture. C'est grâce à cette authenticité qu'ils assoient leur statut d'influenceur du livre, qu'ils arrivent à attirer et à fidéliser une audience qui s'identifie à eux et qui va se retrouver dans leur discours. Marie Beauchesne parle même
à propos des influenceurs de professionnels de l'authenticité. Les influenceurs sont des professionnels de l'authenticité et vont développer des stratégies de communication plus ou moins conscientisées d'ailleurs, plus ou moins élaborées, mais qui leur permettent de se construire une image d'authenticité. Alors cette authenticité et la liberté de ton qui l'accompagne sont aujourd'hui de plus en plus ambiguës. D'un côté, les influenceurs du livre collaborent volontiers avec des maisons d'édition qui entendent s'appuyer sur ces personnes pour faire connaître leurs publications et leur donner de la visibilité. C'est un moyen pour les éditeurs de toucher certains types d'audience, et notamment une audience plus jeune, qui sera difficile d'atteindre via d'autres canaux de communication comme les médias traditionnels. Et d'un autre côté, les influenceurs du livre revendiquent une identité singulière et un discours qui se veut libre. Ils cherchent précisément à conserver cette apparence d'authenticité, y compris quand ils font de la promotion. C'est donc un équilibre complexe, difficile à tenir pour les influenceurs du livre, entre authenticité et partenariat commercial, entre liberté éditoriale et contraintes publicitaires, autour duquel finalement va se jouer leur réputation, parce qu'il faut être crédible à la fois auprès de leur audience et à la fois auprès de leurs partenaires, et la poursuite de leurs activités. Alors pour les maisons d'édition, dans leur travail du lien avec les influenceurs du livre, j'ai identifié 3 enjeux ou 3 points d'attention majeure, et je conclurai ma conférence là-dessus. Le premier enjeu qui interpelle, qui m'interroge en tout cas, c'est que chaque plateforme va avoir ses propres formats, ses propres codes de communication, sa propre grammaire, etc., auxquels il convient de s'adapter, qu'il faut s'approprier pour ne pas commettre d'erreurs de communication. Communiquer sur Instagram, ce n'est pas du tout la même chose que communiquer sur TikTok ou sur Facebook, par exemple. Ce n'est pas les mêmes influenceurs qui seront populaires sur telle ou telle plateforme. On ne s'adresse pas aux mêmes personnes, et ces personnes ne permettent pas forcément de toucher exactement la même audience. Dans un livre qui s'appelle « Des tweets et des likes en bibliothèque » que j'ai coécrit avec Mathilde Rimaud et Marie-Françoise Audouard, on s'est intéressé à la manière avec laquelle les bibliothèques avaient investi les réseaux sociaux, comment elles s'étaient engagées à développer des formes de présence sur les réseaux sociaux. Et à cette occasion, donc, on a mené une enquête et on a recueilli des retours d'expérience. Et j'avais été marqué par un retour d'expérience négatif de la part d'une bibliothèque publique qui avait tenté de réaliser sur sa chaîne YouTube des vidéos à la manière des booktubeurs. Mais ces vidéos ne maîtrisaient pas tout à fait les codes de communication des booktubeurs, c'était assez artificiel, c'était assez bancal, et finalement, les vidéos étaient d'une part très peu visionnées, et en plus donnaient lieu à des commentaires négatifs de la part de la communauté des internautes. Cette initiative, c'était en quelque sorte retournée contre la bibliothèque publique, qui l'avait, pour ainsi dire, initiée. Donc on voit bien qu'une maîtrise des codes de communication est absolument indispensable, et ce problème des codes de communication est accentué par l'évolution rapide des pratiques des internautes, qui migrent d'une plateforme à l'autre. On observe des effets de mode, des dynamiques de popularité, avec des réseaux sociaux qui montent en puissance, parfois très vite. Aujourd'hui, le buzzword, si je puis dire, c'est TikTok, et d'autres qui reculent, qui tombent en désuétude. En tout cas, aujourd'hui, évidemment, on voit bien que les audiences sur Facebook sont de moins en moins au rendez-vous. Donc, premier enjeu ici, composer avec les codes de communication, la grammaire, et c'est accentuer cette difficulté par des dynamiques de popularité, des effets de mode qui font que ça va finalement assez vite. Et en plus, ce sont des plateformes qui ne sont pas conçues pour et par l'industrie du livre. C'est conçu par d'autres, par des acteurs technologiques qui ne sont pas issus de l'industrie, donc ce n'est pas des outils qui s'adressent directement aux professionnels du livre et de l'édition. Deuxième difficulté pour les éditeurs, deuxième enjeu que j'identifie, il convient d'arriver à être présent sur ces réseaux sociaux sans que la dimension proprement publicitaire ne soit trop visible. Alors, comme ça a été dit en introduction, les éditeurs envoient des services presse, par exemple aux influenceurs, c'est la formule la plus répandue pour développer des liens avec des influenceurs du livre, mais on a différentes formes de partenariats qui sont mises en œuvre, des vidéos sponsorisées, des placements de produits, l'organisation de concours, des box littéraires, c'est un format aussi qui fonctionne assez bien, des booktubeurs qui se filment dans des vidéos finalement, des vidéos d'unboxing, donc de déballage, en train de déballer ici des colis de livres qui leur sont envoyés, donc ils se filment, ils déballent et ils commentent les livres qui sont
contenu dans ce colis. Tout cela peut passer pour du contenu éditorial aux yeux du public, mais fondamentalement, cela reste de la promotion. On entre ici dans ce qu'on appelle une stratégie de dépublicitarisation. C'est un concept qui a été forgé par des chercheuses du CELSA, qui décrivent en fait une tendance contemporaine pour les marques, consistant à s'appuyer dans leur promotion sur des contenus médiatiques pour lesquels la dimension publicitaire est reléguée au second plan. Elle est euphémisée. C'est finalement le fait ici d'exprimer de la publicité au sein de contenus médiatiques pour des raisons d'efficacité. Ce sont donc des contenus qui ne sont pas identifiés de manière directe et évidente comme étant de la publicité, qui vont épouser les formes d'un contenu éditorial, ici d'un contenu d'influenceur authentique, tout en délivrant un message commercial. Dernier enjeu important selon moi, dans la préface de l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure sur l'usage des réseaux sociaux en bibliothèque, le sociologue Dominique Boulier faisait très justement remarquer que poussé par cette nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux, cet impératif d'être là où se trouve l'audience, absolument là où se trouve l'audience, cette injonction, cette nécessité, cet impératif, on encourage sans doute des formes de communication qui sont assez éloignées de ce qui constitue le cœur de métier des professionnels du livre. On peut en effet se demander, et c'est une question que je soulève, je n'ai pas forcément la réponse, on peut en effet se demander si on ne valorise pas une culture de l'image et de la vidéo qui est finalement contradictoire avec la culture du livre et de l'écrit. Le risque n'est-il pas, et je le cite directement, d'encourager une désaffection généralisée d'un régime de publication qui pourtant constitue leur fonds de commerce, donc votre fonds de commerce? C'est en tout cas une question qui mérite d'être posée. Je vous remercie pour votre attention.